Pendant ce temps, les Arabes, qui ont repris le flambeau de la médecine lors de la chute de l'Empire romain d'Occident, s'appuient sur les textes d'Hippocrate et de Galien pour développer leur pensée. Pendant quelques siècles, ils travaillent d'arrache-pied et améliorent considérablement la médecine dans tous les domaines, n'hésitant pas à réfuter certaines thèses des deux pères de la médecine, comme la fameuse théorie des humeurs qui est écartée pour en développer de nouvelles. C'est le début de la méthode expérimentale, on analyse, on teste, on reteste une solution, encore et encore jusqu'à confirmer une hypothèse. Au Xe siècle, Avicenne, un médecin persan, écrit 2 livres de référence qui ont une énorme influence sur la médecine arabe mais aussi occidentale quand ils sont traduits un peu plus tard. Ces 2 livres sont le Canon de la médecine, écrit en 1020, et le livre de la guérison, écrit courant XIe siècle, et servent de base pour l'enseignement de la médecine en Europe jusqu'au XVIIe siècle. La méthode expérimentale, Avicenne l'utilise couramment et il met en place des essais cliniques sur des patients afin de déterminer des traitements efficaces. Il introduit énormément de nouveautés dans la pratique de la médecine, comme la mise en quarantaine pour certaines maladies, décrit précisément des MST et découvre entre autres l'existence des bactéries. Il est donc une des figures majeures de la médecine et il n'est pas le seul puisque pendant cette période de grandeur arabe, il y a de nombreux médecins qui innovent en chirurgie, en ophtalmologie, en psychologie aussi, et qui développent plein d'outils et d'instruments comme la seringue à injection. Ces progrès permettent notamment de mettre en évidence la présence d'un système immunitaire chez l'homme et de micro-organismes qui déclenchent ou transmettent des maladies. Pour résumer, comme je l'ai dit au début de cette partie, si pour les Européens ça stagne, eh bien pour les Arabes c'est tout le contraire. La question qu'on se pose alors, c'est comment